Donc, je vais vous présenter là ce premier exposé. On va remonter très loin dans le temps sur l'origine du bois et sa diversification sur une période concentrée sur le Paléozoïque. Alors concentrée, ça fait quand même plus de 100 millions d'années. Et on va travailler sur une tranche de temps en ce qui concerne le bois proprement dit, qui va d'environ 400 millions d'années à moins 250 millions d'années. Vous allez voir qu'il y aura déjà beaucoup de choses qui sont mises en place à ce moment-là. Alors tout d'abord, je vais replacer en fait cette origine du bois dans un contexte un petit peu plus large, celui de l'origine des plantes terrestres. Je vais aller très vite. Les premières plantes terrestres, eh bien, on pense qu'elles sont apparues il y a au moins 500 millions d'années. Ça, ce sont les modèles, la phylogénie qui nous dit ça. Mais les premières vraies évidences de plantes terrestres, ce sont des spores à l'Ordovicien moyen, il y a environ 470 millions d'années. Et les premières évidences de macro-restes, elles sont un peu plus tard à l'Ordovicien supérieur. Alors quand on parle de macro-restes, c'est vraiment très petit, ça fait quelques millimètres de haut. Et donc ce sont des structures qui présentent donc. Alors est-ce que on voit, je ne sais pas si on voit très bien cette. Voilà, alors on a soit un axe unique, soit un axe qui se divise, qui porte donc à l'extrémité une structure reproductrice dans laquelle se forment les fameux spores qu'on a vus plus tôt. Ces plantes ont tout à fait un aspect de bryophyte et en étaient très probablement très proches. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Au Silurien, donc autour de 420 millions d'années, on a cette fois-ci les premiers restes de plantes vasculaires. Alors, vous voyez qu'en morphologie, ce sont des plantes qui ressemblent beaucoup à nos premières plantes terrestres. Elles sont à peu près la même morphologie, axe simple ou dichotome, peut-être un petit peu plus divisé parfois, avec donc l'organe reproducteur au sommet et qui disperse ses spores. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que quand on dissèque en fait les axes, eh bien on voit qu'on a des éléments vasculaires, des trachéides qui ont une paroi épaissie. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et puis ensuite, eh bien, après le Silurien arrive le Dévonien. Et ça, c'est une période extrêmement importante pour l'évolution des plantes terrestres, parce que c'est à ce moment-là que les plantes vont mettre en place tous leurs organes modernes, vont mettre en place des diversités de formes de croissance, celles qu'on connaît actuellement, et aussi vont diversifier leur mode de reproduction. Alors, vous voyez, le bois apparaît il y a environ 407 millions d'années, et ce n'est qu'après qu'apparaissent les premiers arbres, vers 380 millions d'années. Et les feuilles apparaissent après l'arbre. Vous voyez que c'est assez contre-intuitif. Les feuilles, c'est système plat, bidimensionnel, avec un limbe photosynthétique, c'est après. Les systèmes racinaires aussi proprement dit, système vraiment étendu, en profondeur, en extension de surface, ça vient après. Et pour terminer le Dévonien, au Dévonien tout à fait supérieur, on a les premières graines. Donc vous voyez un petit peu comment se situe la chronologie des événements. Et pour terminer, ce bref aperçu de ce qui se passe au Paléozoïque, eh bien, on a donc les premiers conifères, les premières évidences en termes de macro-restes de conifères qui se situent au Carbonifère supérieur, autour de 300 millions d'années. Donc ça, ce sont les conifères modernes. Et on termine le Paléozoïque avec première évidence de vaisseaux. Alors le bois chez les plantes vasculaires. Alors ce bois, on va le rencontrer dans de nombreux groupes de plantes vasculaires, en particulier chez les lycophytes, qui sont des plantes qui sont apparues il y a très longtemps, à la fin du Silurien. Et on les a trouvées au Paléozoïque, en particulier dans le groupe des isoétales. Alors, ces isoétales paléozoïques, ça faisait des grands arbres, et avec du bois. Les isoétales sont représentés actuellement par
les isoètes que l'on trouve dans la région, mais dans de nombreux endroits, en particulier dans des environnements marécageux. Et ce sont des plantes petites, de petite taille, et qui ont abandonné le fait de faire du bois depuis assez longtemps. On a ensuite du bois qui apparaît dans ce qu'on appelle le groupe frère des lycophytes, chez les euphylophytes. Alors les euphylophytes, c'est un groupe qui comprend les euphylophytes basales, des taxons éteints, on va en voir un. On a tout ce qui est fougère au sens large et que j'ai représenté en vert, ça c'est un groupe qui fait partie des euphylophytes. Et puis on a tout ce qu'on appelle les lignophytes, qui est un groupe aussi extrêmement important, puisqu'il comprend toutes les plantes à graines actuelles, gymnospermes, angiospermes, et également les plus proches parents éteints de ces plantes à graines, les aneurophytales, les archéoptéridales, que l'on regroupe sous le terme progymnospermes. Chez les fougères au sens large, on trouve du bois chez les Cladoxylopsida, qui sont un taxon éteint, mais extrêmement important pour l'histoire des plantes terrestres, parce que c'est le groupe qui va faire les premiers arbres. On trouve du bois aussi chez les sphénophytes. Alors les sphénophytes existent toujours actuellement et sont représentés par les prêles. Et vous savez que chez les prêles, on n'a plus de bois. Donc c'est encore un taxon, un groupe, qui a su faire du bois à une époque et puis qui n'a pas repris cette possibilité. Et puis ensuite, on a du bois chez les lignophytes, et ce que je vous avais dit, plantes à graines et plus proches parents. Alors on va commencer, on va décliner, en fait, vous allez voir comment le bois est constitué dans ces différents groupes. On va partir des euphylophytes basales. Alors la reconnaissance du bois chez ces groupes est assez récente, et du coup on les connaît que dans finalement peu de localités qui se trouvent en Belgique et en Amérique du Nord, et à peu près au 40e sud dans la paléogéographie du Dévonien. Ce sont des plantes du Dévonien inférieur. Alors, Armorica phyton est la première plante qui a fait du bois. Armorica phyton, en morphologie externe, c'est une plante qui est constituée alors d'axes très ramifiés, axe principal, des branches qui se ramifient. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une plante dont les axes ne font pas plus de 5 mm de diamètre. Donc petite. Ce sont des plantes qui n'ont pas de feuilles. Alors on voit une section à l'extrémité, dans la partie distale, avec la partie vasculaire où on n'a que du xylème primaire, l'écorce autour, et puis on a si l'on fait une section dans une partie beaucoup plus proximale, eh bien on a ce xylème primaire entouré de xylème secondaire et l'écorce autour. Alors, si on regarde de plus près les choses, on voit donc que on a autour du xylème primaire des trachéides qui sont donc disposés en fil radial, donc grosse suspicion de cambium. Et effectivement, le cambium sur cette coupe longitudinale, est-ce que vous le voyez là? Le cambium donc se situe en borde donc les trachéides les plus externes. Les trachéides qui constituent ce bois présentent des épaississements, c'est leur définition presque, et ces épaississements sont scalariformes, très particuliers, parce que vous voyez que les épaississements scalariformes sont connectés par une paroi qui est très trouée. Que dire d'autre? On voit que ces trachéides ont un très gros diamètre, ça peut aller jusqu'à 100 mu. Ce que l'on voit, alors aussi qui est intéressant, sur la photo du bas et montré par ces flèches, c'est le fait que l'on a la possibilité de division radiale des cellules cambiales qui font que le nombre de fils se multiplie, ce qui permet en fait au bois d'accroître sa circonférence en périphérie.
Et puis dernière chose, eh bien, quand on regarde vraiment ce qui se passe à l'extérieur du xylème secondaire et à l'extérieur du cambium, eh bien, on a directement l'écorce. On n'a pas de phloème secondaire. Donc le cambium est unifacial. Les rayons maintenant, alors on a des rayons qui sont présents. En fait, ce sont des espaces. On a des espaces vides qui se situent entre les files radiales de trachéides. Et vide, ça veut dire que, alors vous voyez que leur situation en coupe soit radiale, soit tangentielle correspond à ce que l'on s'attend pour avoir des rayons. Mais le fait que ces cellules ne soient pas conservées, ça veut dire que leur paroi a été très fine et donc très probablement parenchymateuse, c'est même quasiment certain, et qu'elle n'a pas été conservée. Donc ces rayons, quand on les regarde, ils sont étroits, ils sont peu nombreux et ils sont tout à fait irrégulièrement disposés sur la circonférence du bois. Après ces ophyllophytes basales, on va regarder ce qui va se passer chez ces groupes de fougères au sens large, et en particulier le plus ancien, les Cladoxylopsida. Ces Cladoxylopsida, donc je vous l'ai dit, elles sont très importantes parce que c'est là qu'on va rencontrer les premiers arbres de l'histoire de la Terre. Donc en fait, dans ce groupe, on a des plantes comme l'orophyton qui fait 1 mètre de haut, Calamophyton 2-3 mètres de haut et Eospermatopteris jusqu'à 10 mètres de haut. C'est des plantes qui ont un port globalement de palmier, si vous voulez, mais ce ne sont pas des feuilles qui sont portées en couronne, ce sont des branches, et évidemment probablement photosynthétiques. Et ces arbres ne présentent pas de système racinaire très important, ce sont juste des racines adventives qui sont portées par le tronc. Alors comment se situe comment est distribué le système vasculaire dans ces plantes? Bien, on voit que déjà le xylème primaire que j'ai tout en haut, qui est en jaune là, et ne forme pas une seule masse unique comme ce qu'on a vu chez Armoricaphyton. Il est divisé en faisceaux séparés. Eh bien, le xylème secondaire entoure chacun des faisceaux de façon séparément. On n'a pas un seul anneau continu de bois autour du xylème primaire, mais différents anneaux de bois autour de chacun des segments de xylème primaire. Qu'est-ce que l'on voit? Ben, comme chez Armoricaphyton, alors sur cette vue, on a des divisions multiplicatives qui font que le xylème peut augmenter sa circonférence par ce biais-là. Les trachéides, alors fait nouveau par rapport à Armoricaphyton, alors je suis désolée, ça se voit mal, les fossiles sont pas toujours excellents. Sur cette coupe longitudinale, on voit que les ponctuations sur les parois sont aréolées. On a maintenant acquisition de ce caractère. Les rayons, alors sur cette coupe, eh bien, on les voit là. Ce sont des rayons qui sont très étroits, qui sont courts. Et quand on regarde, par contre, cette coupe transversale, ces rayons sont par contre longs radialement. Ils sont nombreux et comparé à ce qu'on a vu chez Armoricaphyton, ils sont beaucoup plus régulièrement disposés à la surface du bois. De nouveau, ici, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur du xylème secondaire, eh bien, on a directement l'écorce, on n'a pas de phloème secondaire, et donc, une fois encore, le cambium est unifacial. Autre groupe de fougères au sens large, ce sont les sphénophytes. Alors, ces sphénophytes au Paléozoïque sont représentés par deux groupes principaux. Les équicétales, qui ont donc leur représentant actuel, Equisetum. Alors ces équicétales peuvent former des grands arbres. Cette fois-ci, ces arbres ont des feuilles. En fait, c'est des plantes qui sont bien représentées au Carbonifère, donc les feuilles ont déjà été acquises.
Et ces équicétales peuvent avoir, soit elles sont portées par des rhizomes, un petit peu comme les prêles actuelles, mais à une échelle beaucoup plus importante, hein, avec des racines adventives, soit certains de ces arbres peuvent avoir un vrai système racinaire profond, etc. Et puis le deuxième groupe, ce sont les sphénophilales. Ces sphénophilales qui ne sont pas autoportantes, et qui sont soit lianescentes, soit rampantes. Alors le bois, que ce soit les équicétales ou les sphénophilales, le bois de ces plantes est caractérisé par le fait que on a un seul anneau de bois, hein, quand on fait une coupe transversale des axes, hein, que le xylème primaire soit en faisceaux séparés, comme chez les équicétales, ou qu'il forme une masse unique, hein, au centre, comme vous le voyez chez les sphénophilales. Deuxième caractère partagé par toutes ces plantes, eh bien c'est le fait que les trachéides ont des ponctuations aréolées, comme vous le voyez là en haut chez les équicétales, sur toutes les parois. Alors par contre, hein, il y a des différences entre ces deux groupes, hein. Chez les équicétales, alors bon, on observe des divisions multiplicatives. Ça, c'est une première chose. Hein. Le cambium est unifacial, de nouveau pas de phloème secondaire à la périphérie. Et les cellules de rayon. Alors, quand on regarde un bois de équicétale, hein, en coupe radiale, par exemple, il ressemble énormément à un bois de conifère, hein, ça pourrait passer, sauf que les cellules de rayon sont beaucoup plus hautes que larges. Hein. Donc ça, c'est un caractère qui est facile à reconnaître. Chez les sphénophilales, alors là, il y a vraiment des choses particulières. Quand on regarde d'une part cette section transversale, eh bien, il n'y a pas à proprement dit de division multiplicative qui permettent d'accroître le diamètre, hein, enfin la circonférence du bois, mais cette plante fait ça en augmentant en fait le diamètre des trachéides. Et ces trachéides sont de plus en plus grosses vers l'extérieur. Enfin, le problème, c'est qu'il y a des limites à la chose et qu'à un moment donné, on peut pas aller plus loin qu'un certain diamètre. Et d'autre part, certains auteurs ont interprété le tissu qui se situe à l'extérieur, ici, et entre le xylème secondaire et une écorce secondaire. Hein, là, dans ces plantes, on a de l'écorce secondaire. Eh bien, ils ont interprété ce tissu comme du phloème secondaire. Alors, bon, tous les auteurs ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Mais ça pourrait être un caractère tout à fait particulier des sphénophilales. Et donc qui serait assez moderne. Alors justement, en parlant de cambium bifacial, hein, donc de phloème secondaire et de cambium bifacial, eh bien là, on est certain que toutes les lignophytes en ont. C'est d'ailleurs un caractère unique de ces plantes, hein. Leur caractère fondamental. Ces lignophytes, elles sont extrêmement répandues, alors pour les taxons fossiles, Aneurophytale archéoptéridale, aux dévoniens, en particulier aux dévoniens supérieurs, hein, et dans différents paléocontinents du dévonien que vous voyez à droite, et sous différents environnements. Alors on va commencer par les aneurophytales. Les aneurophytales, on les connaît bien au dévonien moyen et la première partie du dévonien supérieur. Ce sont des plantes, hein, qui sont très ramifiées, comme vous le voyez sur la gauche, hein, qui sont portées par des rhizomes. Hein. Enfin, on a les axes aériens très nombreux qui sont portés par des rhizomes, ces rhizomes qui portent des racines adventives. Ces plantes n'ont pas de feuilles. Les tiges aériennes sont non autoportantes, réellement. Soit elles se soutiennent les unes les autres, hein, en des massifs très denses, hein. Soit pour d'autres auteurs, hein,
comme Stein et compagnie, ça pourrait être des plantes lianescentes qui seraient justement portées. Vous voyez, ces plantes forment les sous-bois des premières forêts à Cladoxylopsida qu'on représente ici, si vous vous rappelez de la silhouette. Et là, selon les auteurs qui ont décrit ces premières Cladoxylopsida arborescentes, les aneurophytales pourraient être lianescentes avec des ventouses qui se colleraient au tronc. Enfin bon, c'est très dramatique. Mais ça passe dans Nature. Alors, quand on fait une section transversale des axes d'aneurophytale, eh bien, on voit que le centre est occupé par une masse unique de xylème primaire qui est très souvent lobé et un anneau unique donc de bois qui fait le tour. Les trachéides ont des ponctuations aréolées, donc ce qu'on avait déjà vu. On voit des divisions multiplicatives, elles sont en haut, c'est toujours les flèches blanches, hein, donc qui permettent l'accroissement de la circonférence du bois. Les rayons sont très nombreux, ils sont étroits, un seul type de cellule, on le voit là en section radiale, et ces cellules sont parenchymateuses. Donc vous voyez que pour tout ce qui est structure du bois et ces grandes caractéristiques du bois des aneurophytales, il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, pas d'innovation majeure. Ce qui va être extrêmement important, par contre, c'est que ces plantes ont un cambium bifacial et donc sont capables de former du phloème secondaire. Alors là, on voit donc un détail du xylème secondaire. En général, le cambium qui est constitué de cellules à parois très minces est très très rarement conservé. Et ce qu'on voit à l'extérieur, hein, voilà, c'est un tissu qui diffère du xylème secondaire, mais qui montre des fils radiales de cellules. Les cellules à parois les plus minces, qui devaient correspondre aux cellules criblées et peut-être à du parenchyme, ont disparu. Par contre, ce qui est conservé, c'est les cellules à parois épaisses et qui sont des fibres sclérenchymateuses. Et ce qui est important aussi dans cette plante, eh bien, c'est que quand on regarde l'écorce, hein, là à la périphérie, eh bien, on voit qu'elle différencie des fils radiales de cellules et que l'on a donc de l'écorce secondaire. Donc, ces plantes ont un moyen pour réparer l'écorce quand le bois se développe et donc repousse à l'extérieur l'écorce primaire, la fait tomber et cette écorce primaire est remplacée par de l'écorce secondaire. Deuxième groupe de progymnospermes, hein, les archéoptéridales. Les archéoptéridales, ce sont les plus proches parents connus des plantes à graines. Hein. Et là, on a des vrais arbres très hauts. Ils peuvent atteindre 40 mètres de haut, faire des diamètres qui vont jusqu'à 2 mètres de diamètre. Hein. Ce sont des arbres qui ont des branches pérennes, hein. Ce ne sont pas des branches caduques comme chez les Cladoxylopsida. Et à l'extrémité, on a des feuilles. C'est aussi des arbres qui ont des systèmes racinaires vraiment très développés, à la fois en profondeur et latéralement. Alors ce bois des archéoptéridales, hein, eh bien, un anneau unique autour du xylème primaire et on voit qu'il est capable d'avoir un fonctionnement rythmique. On a des cernes qui se développent. Hein. Nouveauté au niveau des trachéides, eh bien, on a des ponctuations. Alors, elles sont toujours aréolées, mais maintenant, elles ne sont limitées qu'aux parois radiales. Jusque-là, on en avait sur toutes les parois, tangentielles et radiales. Maintenant, on n'en a que sur les parois radiales. Et dans le cas d'Archéoptéris, elles sont groupées, vous voyez, elles forment des bandes comme ça, en coupe radiale. Et ces bandes qui sont séparées par des zones qui ne sont pas donc ponctuées, et donc des choses qui rigidifient un peu la structure. Alors les archéoptéridales hein, sont des plantes qu'on va trouver quasiment sur toute la surface du globe au Dévonien, y compris en Antarctique, hein, dans l'hémisphère sud. Donc ce sont des arbres qui vont être capables de s'adapter à énormément d'environnements,
qui ont probablement des pores très différents selon les espèces, hein, et qui finalement diversifient pas mal leur bois. Alors qu'est-ce qu'on a en main comme élément, hein, dans ce bois? Vous voyez que c'est un bois très simple avec juste trachéides et rayons. Eh bien, cette diversification va en premier lieu se faire sur les rayons. Et donc, selon les espèces, on va avoir des rayons qui sont unisériés comme là, ou des rayons multisériés qui peuvent être même plus larges que ça. On a des rayons qui sont pas très hauts, jusqu'à 25 cellules de haut. Il y en a d'autres, comme chez Rhianum, qui peuvent aller jusqu'à 97 cellules, d'autres un petit peu plus courts. Vous voyez, on a donc une diversité en termes de taille. Et en termes également de structure, hein, chez par exemple Brownie et chez Newbery, les cellules de rayon sont entièrement parenchymateuses. Alors elles peuvent contenir des substances, hein, et on voit elles sont noires quand elles contiennent des substances, mais on ne sait pas quoi. Mais on a aussi apparition d'un nouveau caractère, c'est la présence de trachéides de rayon dans plusieurs espèces comme celle-ci, comme Rhianum. On a aussi, alors les 90% des espèces ont des ponctuations radiales qui sont donc multisériées et qui prennent toute la largeur des trachéides. Mais on a chez une espèce comme Arnoldi des ponctuations qui sont unisériées, qui prennent pas toute la largeur de la paroi et qui ressemblent beaucoup à des ponctuations de conifères actuels. Alors, les archéoptéridales, donc, ont un cambium bifacial. Comme je vous l'avais dit, le cambium est rarement conservé. Alors ça, c'est un axe qui fait 10 cm de diamètre, qu'on a étudié avec Anne-Laure de Convex, hein, et qui présente un phloème d'au moins 7 mm de large. Hein, il était complètement décortiqué vers l'extérieur. Donc ce phloème secondaire, on a les parties jeunes ici, les parties plus anciennes. Hein. C'est un tissu qui est composé donc de rayons. Alors on les voit sur cette partie-là. Ces rayons qui ont les mêmes caractéristiques que les rayons du xylème secondaire. Vous voyez là les rayons du xylème secondaire. Là. Donc en termes de structure et de dimension. Ce phloème est également constitué de cellules à parois minces, c'est tout ce qui apparaît avec le fond blanc là, et qui sont des cellules de parenchyme et des cellules criblées. Et puis on a donc des cellules, des fibres sclérenchymateuses, mais qui ici sont disposées en ligne tangentielle. Archaeopteris disparaît autour de la limite dévonien carbonifère, mais les arbres ne disparaissent pas pour autant. Le relais est pris par de nombreux autres arbres à graines. Hein, on est chez les lignophytes, des plantes à graines, probablement. Ce sont des arbres qui sont très certainement, qui ressemblent très probablement à Archaeopteris, hein, autoportant, avec un tronc bien solide, autoportant. On a également dans ce groupe de plantes, chez les lignophytes du Carbonifère, des plantes qui ressemblent à des fougères arborescentes, hein, comme ce dessin sur la droite. Et dans ce cas-là, le bois est beaucoup plus mou. Il possède énormément de parenchyme. Hein. Alors, on va voir là un petit exemple. Donc, diversification des bois de lignophytes au Carbonifère. On voit qu'on joue toujours sur les rayons. Hein, ça, c'est vraiment une chose intéressante, importante. Hein. Donc, des rayons soit petits, courts, unicellulaires, soit beaucoup plus larges. Et dans ces plantes dont je disais qu'elles étaient assez molles et qu'elles ressemblaient à des fougères arborescentes, ici, on a des rayons qui peuvent être vraiment très larges et faire plusieurs millimètres de haut, jusqu'à 5 mm ou plus de haut. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces lignophytes du Carbonifère, les rayons sont généralement entièrement parenchymateux, et là, on perd la possibilité de faire des trachéides. Enfin, elle n'est pas reprise, cette possibilité de faire des trachéides horizontales, on n'en a pas encore retrouvé. C'est repris après, plus tard, par des conifères, mais là, c'est abandonné pour un certain temps. Bon, voilà.
Au niveau, donc, on disait qu'on jouait en général et sur les rayons d'une part et sur les ponctuations. Donc, on reprend les vieilles recettes avec les trachéides aréolés multisériés qui prennent toute la largeur de la paroi. On a également des taxons avec ces ponctuations qui sont unisériées et qui laissent de la paroi sur le côté. Et puis, on a une nouveauté, c'est des ponctuations scalariformes. Mais là, c'est du scalariforme vrai, ça, c'est pas celle qu'on avait chez Armorica Phyton. Et pour terminer cet éventail de formes que je voulais vous montrer, je vous ai dit donc qu'à la fin du Permien, on avait les premiers vaisseaux qui apparaissaient. Alors, ces premiers vaisseaux sont découverts chez une plante Vasovinea qu'on a trouvée en Chine du Sud. Donc, c'était à l'époque, au Permien, on était en zone tropicale à ce niveau-là. Et il s'agit de plantes à graines, mais ce ne sont pas des angiospermes. Les angiospermes vont apparaître beaucoup plus tard. Ce sont toujours des gymnospermes, si vous voulez. Et ce sont des plantes lianescentes. On reconnaît dans cette reconstitution des crochets qui permettent à la plante donc de s'accrocher à un support. Alors la partie vasculaire de ces plantes, on voit la partie vasculaire primaire que j'ai soulignée en jaune. J'arrive pas à la montrer là, mais enfin vous la voyez. Et puis le bois qui est à l'extérieur donc de ces zones primaires, qui sont constitués de vaisseaux qui là sont extrêmement larges, qui font jusqu'à 250 microns de diamètre et qui sont très longs, qui font jusqu'à 5 mm. Sur ces vaisseaux, on a des ponctuations radiales, des ponctuations aréolées sur les parois, mais on a également, quand on a par exemple ici deux vaisseaux qui communiquent, on a des parois inclinées, parfois aussi des parois transversales, qui sont carrément perforées, comme on le voit en détail là sur ces vues en microscopie électronique à balayage. Alors pour conclure, brièvement, eh bien, on a vu qu'on avait un certain nombre de caractères qui étaient partagés. Alors là, je ne montre pas les lycophytes par toutes les euphylophytes. Bien, c'est que le xylème en fil radial est d'origine cambiale. On a des divisions multiplicatives, sauf on a vu pour les sphénophilales, mais c'est vraiment une exception. Et on a donc des rayons qui sont présents. Et donc on peut-être faire l'hypothèse, en tout cas c'est quelque chose à tester, que l'ensemble, que l'ancêtre commun de ces euphylophytes avait déjà inventé ce bois avec ses caractères, et que pour des taxons comme les fougères maratiales ou filicales qui n'ont pas de bois, eh bien ça a été perdu. Maintenant, autre hypothèse, évidemment, c'est que ces caractères aient été acquis indépendamment et de façon parallèle chez tous les groupes qu'on a vus qui avaient du bois. Deuxième chose, cambium bifacial et donc le phloème secondaire sont une spécificité vraiment des lignophytes. Et on peut se demander si c'est pas un atout du succès évolutif de ces plantes qui actuellement dominent le monde. Donc. Les sphénophilales, je passe, c'est un petit peu compliqué. Les vaisseaux, eh bien la présence de vaisseaux qui est enregistrée à la fin du Paléozoïque chez une plante non angiospermienne, lianescente, est probablement, on pense, liée à ce type de forme de croissance. Ça peut lui donner une valeur adaptative extrêmement intéressante. Et donc pour conclure, on a vu qu'on avait une diversité anatomique très importante déjà au Paléozoïque, alors 380 millions, même 400 millions d'années et au-delà, suggérant qu'on a probablement un large éventail de possibilités fonctionnelles, et en particulier pour gérer le compromis soutien mécanique et conduction hydraulique, et qui suggère qu'on a cet éventail de possibilités en termes de pores assez important, ce qu'on a vu, et une gamme étendue de potentialités adaptatives.
Alors ça, c'est peut-être un appel du pied pour les collaborateurs biomécaniciens et hydrauliciens. C'est que la modélisation peut être une approche pour tester en fait justement le fonctionnement de ces bois anciens et la valeur adaptative des différents caractères de ces bois. Comme ce qui a été travaillé par John Wilson et ses collaborateurs à partir de 2008. John Wilson a élaboré un modèle pour calculer les propriétés hydrauliques des trachéides individuels. Nous, à MAP, on a aussi commencé à travailler sur un modèle, mais qui serait un modèle bois. Donc, où on n'aurait plus une seule trachéide, mais des trachéides connectées, et en plus avec possibilité de rayon. Mais ça, on est encore dans un travail préliminaire. On a fait une première publication, mais c'est encore préliminaire et à travailler énormément. Voilà, je vous remercie.